Et si on se projetait dans le futur, qu'est-ce qui nous attend dans 30 ans dans les domaines de l'alimentation, des soins de santé, de la mobilité, de la ville, du travail ou encore de l'exploration spatiale? Pendant tout l'été, BX1 vous propose une série d'émissions avec l'avenir de Bruxelles en ligne de mire et vous invite à une expérience prospective. Bienvenue dans Aujourd'hui en 2050. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Que mangerons-nous demain et comment pourrons-nous produire en suffisance? Et puis de quelle nourriture parlons-nous? De viande fabriquée en laboratoire, de produits agricoles, de produits durables. L'alimentation, question de plaisir et de convivialité, mais aussi de santé, question sociale, économique, environnementale. On va sans doute pas pouvoir faire le tour du sujet ce soir, mais on va tenter en tout cas de faire le tour de notre assiette avec nos invités. Merci à toutes et à tous d'être là. Et je vais commencer avec vous, Yvan Larondel. Vous êtes agronome et nutritionniste à l'UC Louvain. Ce qu'on mangera dans 30 ans, est-ce qu'on produira dans 30 ans? Est-ce que ce sera finalement, est-ce que ce sera si différent de ce qu'on mange aujourd'hui? Mais vous venez très bien de résumer la situation. L'alimentation, c'est quelque chose de très complexe, avec toute une série de composantes. Et donc, moi, je pense franchement qu'il n'y aura pas de révolution au niveau de l'alimentation. Par contre, il y a une tendance lourde à une évolution pour mieux répondre aux besoins des consommateurs, les besoins qui sont en train d'évoluer, évidemment, et l'alimentation va s'adapter à ces besoins qui évoluent. Ouais, et une évolution qui va dans quel sens? Alors, il y a Est-ce qu'on parle de production, par exemple, et de manière de produire? Alors bien sûr, il y a la manière de produire qui doit changer quelque peu, en toute façon qui doit évoluer, parce qu'il faut produire de manière plus durable. Là, il n'y a pas photo. Nous devons aller vers une alimentation qui est plus durable, ça veut dire avec des méthodes de production qui soient durables. Il faut encore définir précisément ce que ça veut dire durable. C'est très compliqué de le faire. Il y a des spécialistes qui sont là pour nous guider là-dessus. Mais donc, on devra manger de manière plus durable dans le futur, ça c'est certain. Alors on va voir si quelques-unes des porteuses de projets qui sont avec nous en plateau ce soir répondent justement à cet objectif de produire durable. Vous, Steven Beckers, vous avez fondé Big Farm, qui est une ferme aquaponique qui s'est installée sur les toits de l'abattoir, dont on a d'ailleurs déjà parlé. Peut-être un mot quand même sur l'aquaponie. On va pas faire toute une émission sur l'aquaponie, mais c'est ce qu'on appelle du maraîchage hors sol, c'est-à-dire on produit en dehors de la terre. L'aquaponie, c'est à la fois du maraîchage hors sol et de l'élevage de poissons dans l'eau, bien sûr. C'est la combinaison des deux qui donne une transparence, qui permet de faire une agriculture qui est à la fois écologique et intensive dans un milieu totalement artificiel qu'est la ville, mais selon des méthodes qui sont totalement naturelles. C'est un écosystème naturel. Voilà, d'ailleurs, on est en train d'en voir quelques images. Ça, c'est chez vous à Big Farm. Donc, le principe, c'est l'eau. Les poissons sont élevés dans l'eau et vont eux-mêmes nourrir dans une espèce de système cyclique et permettre la production de plantes. Mais d'abord, comme le sait très bien Yvan, il faut d'abord faire attention à ce qu'on donne à manger aux poissons. Ensuite, les poissons vont faire leurs excréments dans l'eau. C'est principalement l'urine qui va être transformée en nitrite et puis en nitrate et qui va nourrir les plantes à travers un biofiltre. Ça a le gros avantage de ne pas permettre de mettre le moindre antibiotique dans le système, sinon on tuerait le biofiltre et on tuerait aussi la partie de maraîchage hors sol. Donc c'est ça, pas d'intrants chimiques non plus? Mais il n'y a pas d'intrants chimiques, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'antibiotiques et on est autonome en énergie, quasiment autonome en eau. Et donc on le voit, là on est sur les toits et on voit une partie en tout cas de la production. Voilà, autre type de projet de production qu'on pourrait qualifier d'innovante, c'est le maraîchage. Alors on n'est plus tout à fait dans le hors-sol, c'est un peu hybride. Chez vous, Anne Colonval, donc vous avez fondé Urbilif et là on est dans l'agriculture verticale. Tout à fait. Alors en fait moi j'ai décidé d'installer ma production dans un magasin en plein cœur de Bruxelles. Donc c'est très insolite parce que c'est pas du tout l'endroit où on imagine faire de la production agricole. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de cultiver des aliments à haute valeur nutritionnelle. Donc, on est en train de voir ce qu'on appelle des micro-pousses. Voilà, on est entre la graine et la plante adulte, en fait, c'est ça? Tout à fait. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un voilà peu. Voilà votre magasin. Voilà. Et en fait, l'idée, voilà, c'est de cultiver ces micro-pousses, donc des aliments à haute valeur nutritionnelle, dans des espaces restreints et au plus près des consommateurs.
Et donc là, vous utilisez des lampes LED, c'est ça? Tout à fait, ouais, des lampes LED dont le spectre lumineux est calculé pour une croissance optimale de la plante. Pour remplacer la lumière naturelle. Pour remplacer la lumière naturelle, Ouais. tout à fait. Et qui est une manière qui est écologique de produire les lampes LED, en l'occurrence. En fait la technologie LED a énormément évolué et on est sur des consommations qui sont très, 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 très basses. Malika Hamza, vous êtes consultante en alimentation durable. Est-ce qu'on est aujourd'hui, parce que là on a deux exemples vraiment typiques de ce qu'on fait, de ce qu'on produit en ville, de ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une tendance lourde à ce niveau-là à Bruxelles? Oui, alors les exemples qu'on a entendus sont des exemples de type d'agriculture urbaine, mais il y a de l'agriculture du maraîchage tout à fait classique, et notamment à Bruxelles, puisqu'on a la chance, là par exemple, j'imagine qu'on est à Nerped, sur les images qu'on voit, on a la chance Anderlecht, en Nerped, on a la chance d'avoir quand même 50% de l'espace bruxellois qui est de l'espace vert, et notamment des céréaliers, et notamment du vrai espace de maraîchage, et on a des exemples comme le Champ des Cailles, comme l'espace test Interped, etc. Donc, il y a de l'expérimentation qui se fait en ville sur les types d'agriculture et notamment à Paris, il y a énormément d'expérimentation qui se fait sur de la culture en élévation, sur de la spiruline dans les caves. Culture verticale, il y a beaucoup d'expériences de ce type-là en France. D'élevage de toutes sortes, mais on peut aussi réintroduire de l'animal. On a des moutons qui sont en ville, on a des ânes, des chevaux, des vaches. Je veux dire, on n'est pas forcément sur quelque chose de très futuriste, on peut revenir simplement à l'agriculture classique. C'est vrai qu'on en parle beaucoup ces dernières années, Yvan Larondel, notamment dans le cadre de cette stratégie Good Food, qui vise à permettre à Bruxelles d'atteindre un certain degré, on va dire, d'autonomie alimentaire. Bon, les projections Good Food étaient peut-être un petit peu ambitieuses au début. On parlait de 30% d'autonomie alimentaire à l'échelle 2035. On n'y est pas du tout aujourd'hui. Mais néanmoins, selon vous, puisque vous êtes aussi agronome, est-ce que ce type de projet-là, on a parlé de ces deux exemples-là qui sont des projets innovants, il y a effectivement les projets plus classiques d'agriculture urbaine sur des vrais terrains agricoles. Est-ce que c'est ça à l'avenir? Disons, ça fait partie de la solution. C'est un des éléments qui va apporter une solution par rapport à l'alimentation des Bruxellois en 2050, mais ce ne sera pas la solution unique. Moi, je suis intimement persuadé, même si les chiffres de 30% étaient atteints un jour, ce que je ne pense pas, très raisonnablement. Donc on parle de 30% essentiellement pour ce qui est de la production de fruits, légumes, poules, œufs, pommes de terre. C'est ce type d'aliments. Mais donc, voilà, ça veut dire, même si on atteignait 30%, il y a quand même encore 70% qui doivent venir d'ailleurs. Et donc ça veut dire que Bruxelles, c'est un leurre, ne sera jamais autonome au niveau alimentaire. Ce serait absurde d'imaginer ça. Et ce n'est pas nécessaire. En fait, il y a des espaces agricoles autour de Bruxelles, à moins de 50 km, si on fait un grand rayon de 50 km, on fait un cercle 50-100 km, on a des surfaces agricoles qui sont actuellement mal utilisées par rapport aux besoins des Bruxellois. Et donc, je pense qu'il faut qu'un partenariat soit installé entre la région bruxelloise et les autorités bruxelloises et le monde agricole de ces environs pour arriver à avoir de la production alimentaire de qualité supérieure, mais qui soit aussi une production intensive. Et dans tous les exemples... Oui, et quand vous dites intensive, justement, vous avez utilisé ce terme-là aussi, voilà. C'est un terme qui fait peur parfois parce qu'il est assimilé à ce qu'on a appelé la production agro-industrielle, l'agro-business. Oui, et donc intensif n'est pas un vilain mot. Mais évidemment, il faut voir ce que l'on met derrière intensif, mais on peut très bien avoir une production intensive, mais tout à fait respectueuse de l'environnement. C'est le principe d'utiliser tous les espaces disponibles. De valoriser au mieux. Là, quand on fait des micro-pousses, on fait de l'agriculture intensive, mais tout à fait respectueuse du produit et du consommateur. Oui, c'est final. Ça. Donc ce que vous disiez, c'est que vous utilisez le moindre interstice pour pouvoir faire pousser. Et on va expliquer dans un instant, on ne l'a pas encore fait, mais on va le faire, ce que sont les micro-pousses, on y viendra. Mais c'est ça le principe, c'est ça le principe de l'intensivité. Tout à fait. Et par ailleurs, moi, à l'instar de Steven, moi, je n'utilise aucun intrant chimique. J'ai juste un substrat qui est du terreau bio, enfin utilisable en agriculture biologique. Et
Et c'est tout. Ouais, Malika Hamza, peut-être une réaction aussi à ce qu'on vient de dire sur le rôle finalement que Bruxelles peut jouer dans sa propre production. Les études montrent qu'on est à 0,3% d'autonomie sur les produits qu'on a cités. À 2050, on ne sera jamais à 30%. Et en fait, les études qui sont menées notamment par le professeur Philippe Barret montrent que... À Lucé-Louvain aussi. Oui, c'est ça. Que en fait, s'appelle Citra. Ouais. Il faut, quel que soit le scénario de consommation, donc de production et de mode de consommation retenu d'ici 30 ans, on doit considérer l'entièreté de la Belgique comme terreau nourricier de Bruxelles. Les deux Brabants ne suffiront jamais. Donc il faut considérer en fait la Wallonie, il faudra développer des partenariats à l'échelle nationale. Je vois que vous faites oui de la tête, Steven Becker. Parce que vous, par exemple, dans votre cas, prenons un exemple très concret, on parlera aussi de celui de Anne Le Conval. Quelle est l'ampleur de votre production aujourd'hui? Ça reste une production à ce stade minimaliste, on va dire? Pas si minimaliste que ça. Si on la compare aux grandes productions industrielles de pisciculture, on parle en milliers de tonnes, nous on parle en dizaines de tonnes. On est à 25 tonnes de truites arc-en-ciel par an, 15 tonnes de tomates, cerises et à peu près 270 000 pots d'herbes aromatiques par an également. On parlait d'intensif, mais la ville doit être productive. C'est quelque chose que je défends comme architecte depuis très très longtemps. Et pour qu'elle soit productive, il faut qu'elle puisse avoir aussi une rentabilité, cette agriculture. De la même manière que l'agriculture à la campagne doit être productive au niveau de restaurer l'environnement, restaurer la planète. L'agriculture peut capturer le carbone si on arrête les labours tels qu'on le fait aujourd'hui. Si on couvre les sols en permaculture ou en micro-maraîchage, on peut augmenter très très fort et la production et l'enrichissement des sols et la capture de CO2. Ouais, et puis vous avez des projets aussi d'extension, et notamment d'association avec un gros groupe français. Oui, tout à fait, mais on n'a pas peur de le dire du tout. D'ailleurs, c'est comme quand on a été critiqué à un certain moment parce qu'on vend nos produits, notamment chez Carrefour, en produits locaux. On livre directement chez Carrefour, ça ne passe pas par la donc centrale. la grande distribution distribue en tout cas une partie de vos produits. Voilà, tout à fait. On travaille aussi directement avec les restaurants, etc. et d'autres magasins. Mais de la même manière que notre association, puisque Veolia est rentrée maintenant majoritaire dans notre groupe. Veolia, au départ, c'est traitement de l'eau, traitement des déchets, gestion des villes, production d'énergie. Et aujourd'hui, il se lance dans l'alimentation, justement, comment nourrir la planète demain, à la fois en micro-maraîchage et en aquaponie. Et la partie big va être la partie développement aquaponique. Donc, on parle de gros projets aujourd'hui. Micro-pousses, Anne Le Conval, justement, de quoi parle-t-on? Vous parlez de... Donc, on a montré ce que c'était, ce sont des mini-plantes, des micro-plantes. Voilà. Et quel est leur intérêt, en fait? Alors, elles ont un double intérêt. Il y a un intérêt gastronomique. Et on le voit, par exemple, sur ces images. Au niveau visuel, déjà, c'est très, très gourmand. On met des micro-pousses sur une assiette, tout de suite, c'est un feu d'artifice. Il y a un aspect nutritionnel. Alors, il y a le côté, quand on reste sur la gastronomie, il y a le côté gustatif qui est vraiment très... Enfin, c'est un concentré de goût. Et alors, il y a tout le côté nutritionnel, où on a des teneurs en micronutriments qui sont quand même très, très significatives. Et plus que dans un végétal ou dans un légume classique ou dans une plante plus classique? Tout à fait, c'est un peu le principe de la graine germée en fait. On est dans le stade juste après la graine germée. Donc, c'est ce qu'on faisait quand on faisait de la cressonnette à la maison. Oui, en fait. C'est ça, c'est aussi finalement une technique qui en soi n'est pas nouvelle. C'est l'énergie de la plante qui commence sa phase de croissance. Et donc, on sait très bien que les graines possèdent des réserves pour arriver à justement grandir. Et en fait, toute cette réserve est encore complètement concentrée dans les plantules. Yvan Larondel, quand on parle, parce qu'on a parlé de production, parlons des aliments en eux-mêmes. Quand on parle d'aliments innovants ou d'aliments qu'on consomme nouvellement, on va dire, est-ce que les micro-pousses, par exemple, ça fait partie de ces aliments nouveaux? Mais ce ne sont pas des aliments nouveaux, mais ce sont des aliments innovants. Dans les aliments innovants, je pense qu'il y a des choses que l'on n'a jamais rencontrées dans nos assiettes ou que nos parents, nos grands-parents ne connaissaient pas. Donc l'assiette en 2050, par exemple, qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans notre assiette en 2050? En fait, une assiette, il faut de toute façon que ce qu'il devrait y avoir en 2050, c'est une assiette équilibrée au niveau nutritionnel. Donc il y a des recommandations nutritionnelles qui existent et ces recommandations nutritionnelles, on doit essayer de tendre vers là. Et là, on n'y est pas nécessairement vraiment. La dernière enquête alimentaire en Belgique, qui date de 2014, montre qu'un certain nombre de micronutriments ou que d'autres nutriments
sont vraiment très peu présents par rapport aux besoins, alors que d'autres sont largement présents. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait favoriser, justement? Quel est, selon vous, qu'est-ce qui devrait composer notre assiette en 2050? Et notamment avec des aliments qu'on ne consomme pas encore vraiment beaucoup aujourd'hui pour toutes sortes de raisons. En fait, je ne sais pas si on doit absolument chercher des aliments qu'on ne consomme pas encore aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que la manière de produire les aliments que nous connaissons déjà aujourd'hui, elle doit être améliorée. Il faut à chaque fois veiller à ce que la qualité nutritionnelle soit supérieure. On a énormément d'aliments qui sont très riches en calories, mais qui sont très pauvres en nutriments. Et en fait, on doit balancer vers un système où on a des aliments riches en nutriments et qui ne soient pas nécessairement trop riches en calories, et parce on que des calories, nous en de avons voir assez. comment faire et pour que cette nourriture qualitative, aussi bien sur le plan nutritionnel que sur le plan aussi gustatif, de la qualité, etc., puisse être accessible à tout le monde. On verra ça dans un instant, mais vous vouliez intervenir, Oui, Steven parce Becquet? qu'une fois qu'on a produit des aliments qui sont, de la nourriture riche de manière nutritionnelle, il faut aussi la transporter, éviter la chaîne du froid, etc., qui va détruire souvent, je vais le résumer en disant détruire les vitamines, en plus détruire le goût et qui va faire en sorte que des fruits vont mûrir en transport. Oui, tout à fait. C'est clairement un des enjeux aussi. Mais peut-être pour juste terminer sur ces aliments dont on parle beaucoup aujourd'hui, les micro-pousses, mais les algues, les insectes, les champignons. L'alimentation de 2050 sera multiple. Elle sera composée d'un certain nombre d'aliments que nous consommons déjà aujourd'hui. D'accord. Et il y aura des aliments nouveaux. Il y aura certaines originalités, mais nous n'allons certainement pas remplacer complètement notre alimentation d'aujourd'hui pour un ensemble d'algues, d'insectes, de produits chimiques, de poudres, etc. Et il faut aussi se rendre compte, et je vais encore dire une toute petite chose, que l'alimentation a une dimension culturelle qui est très importante et qu'on ne se nourrit pas de pilules, de gélules, de petites poudres, etc. Donc il y a toute cette dimension culturelle qui est importante. Donc il faut garder les aliments que l'on a aujourd'hui, les améliorer l'équilibre et puis se permettre des innovations pour les plus que... Alors, puisque vous parlez d'innovation, encore un exemple de ce type d'approche, de Value Bugs, donc, qui est un projet là aussi, une approche circulaire et innovante qui vise à consolider des pratiques existantes, en l'occurrence l'élevage de poules, mais en les nourrissant avec des insectes et non plus des graines ou des produits refabriqués. Donc c'est le projet ValueBox qui a été lancé par le professeur Étienne Toffin, qui est biologiste à l'ULB, un projet qui a été soutenu par la région, et je vous propose qu'il explique lui-même en quoi il consiste. L'idée, c'est que les poules urbaines se développent depuis longtemps à Bruxelles. Elles ont elles-mêmes besoin de protéines. Les insectes sont en mesure de fournir ces protéines et ces insectes peuvent être nourris eux-mêmes à partir de ce qui actuellement pose beaucoup de questions, c'est-à-dire nos épluchures et nos résidus alimentaires végétaux qu'on a énormément de mal à gérer, qui remplissent nos poubelles et dont on ne sait vraiment que faire. Et donc, les insectes ici font un trait d'union. Et l'originalité, c'est qu'on ne le fait pas à l'échelle industrielle, mais à une toute petite échelle, en circuit très très court, c'est-à-dire à l'échelle des ménages. On produit nos épluchures, on les donne à manger à des insectes, que l'on donne ensuite à manger à des poules qu'on aurait au fond du jardin ou éventuellement dans le jardin d'un voisin. Et une des conclusions, c'est que c'est faisable en fait. C'est très très réaliste et c'est une piste vraiment enthousiasmante pour les gens qui ont participé. C'est qu'en fait, ça ouvre vraiment une voie de reconnexion extrêmement importante avec le monde vivant dans sa diversité. Là, on a quand même travaillé avec des asticots dans un salon, dans une cuisine. C'était plutôt culotté, c'était osé, mais ça marche. Il y a beaucoup d'enthousiasme derrière ça. On voit que techniquement, donc, c'est faisable et que c'est très acceptable, et surtout que ça remet en connexion extrêmement fort les usagers de cette nouvelle méthode avec la chaîne alimentaire dans toute sa diversité, dans toute sa complexité. Et la perspective que ça ouvre notamment, c'est un accroissement de l'accessibilité à une alimentation plus qualitative.
Ouais, et le but, évidemment, de tout ça, eh bien, c'est de produire des œufs, bien sûr. Malika, une réaction par rapport à ce projet? Des poules aussi, j'imagine. Oui, donc en fait, c'est un chouette exemple de type d'économie circulaire qui se développe fort en ville. Je voudrais juste revenir sur l'assiette de 2050. En fait, l'idée n'est pas de faire sensation et de dire on aura telle espèce d'insecte ou telle viande cellulaire. Oui, ou parce que autre. là, l'idée, c'était aussi de se dire, tiens, au fond, les insectes, comme pour l'instant, culturellement, on a encore du mal en tant que consommateur à les intégrer dans notre alimentation. Ouais, voilà une autre piste d'utilisation des insectes. Oui, ça montre bien la difficulté parce qu'effectivement, la nourriture, c'est aussi culturel. Il faut un niveau d'acceptation. Donc, on a essayé de les introduire en pensant que c'était la solution protéique du 21e siècle. Et en fait, on se rend compte que non. Donc, on en fait des farines et ces farines sont passées dans la nourriture animale ou dans les produits protéinés en tant que protéines animales sans décrire. Mais en tout cas, on ne mange pas d'insectes en Europe maintenant. Mais ce que je voulais dire, c'est que 2050, c'est se poser la question de savoir comment on produit, faire shifter l'agriculture telle qu'elle est pensée actuellement vers des modes beaucoup plus durables, comme on disait, consommer autrement, réduire les portions, être plus raisonnable sur l'assiette, arrêter le gaspillage alimentaire. Et rien qu'à ce niveau-là, voilà, donc il y a énormément d'études qui sont faites prospectives actuellement sur la réintroduction, par exemple, des légumineuses dans l'agriculture, parce qu'elle a énormément d'avantages au niveau agroécologique, mais aussi dans notre assiette, c'est une bonne source de protéines. Peut-être pour terminer, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, et pour repartir aussi de ce projet ValueBox, l'idée, c'est aussi de permettre un accès. Alors évidemment, c'est pour l'instant à une échelle extrêmement micro et petite, c'était une expérimentation. Mais ça pose quand même aussi la question de l'accès à ces aliments de qualité. Bon, il faudrait sans doute beaucoup de temps pour définir aliments de qualité, mais enfin, c'est un petit peu tout ce qu'on a dit ici aujourd'hui. Et j'aimerais bien votre avis là-dessus, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, c'est quand même un des gros enjeux. Il est très, très loin d'être atteint. Hein. Il y a une grande disparité dans les choix de consommation et les capacités de consommation. Et on sait bien que les aliments de qualité restent peu accessibles. Et j'aimerais bien votre avis, par exemple, Steven Bakers. Est-ce que pour vous c'est un enjeu ou pas quand vous pensez des projets comme l'aquaponie? Comment est-ce que vous intégrez cet aspect? Pour moi, je parlais de ville productive. De manière générale, il faut le voir, il faut le commencer à petite échelle, il faut l'imaginer à grande échelle. On sera 10 milliards de personnes en 2050 et donc on peut pas tout résoudre avec seulement des petits projets, mais il faut commencer par là. Et notamment pour les insectes, moi je suis très intéressé notamment pour les truites, mais il y a déjà des productions de nourriture de poisson à base de farine d'insectes qui sont faites en France, en Asie, un peu partout. Ouais, Anne Colomval, par exemple, votre expérience des micro-pousses, est-ce que ça concerne finalement un segment très restreint des consommateurs? Pas nécessairement. Moi, j'ai été assez étonnée parce que bon, je suis hébergée aux ateliers des tanneurs, qui est dans le quartier des Marolles, qui n'est pas forcément un quartier. C'est un quartier très très mixte. Et je m'attendais à plutôt voir passer dans mon magasin des personnes qui fréquentent le marché des tanneurs, qui ont un certain niveau d'éducation, une certaine aisance financière, etc. Et en fait, je me rends compte que j'ai une grande partie de personnes du quartier. Qui viennent s'intéresser à vos produits. Oui, qui viennent non seulement s'intéresser, mais acheter, et qui sont très très conscients de la qualité de leur alimentation. Ils sont très soucieux de la qualité de leur alimentation et moi, évidemment, ça me fait parce que c'est une question de prix aussi. Il faut que les prix le permettent. C'est une question de prix. Donc moi, je suis sur un prix à l'unité de 3,50 €. C'est pas hyper cher. Je pense que pour des herbes, il y a peut-être certains ménages pour qui ça peut représenter un frein. Et en fait, je me rends compte que non, parce qu'ils font passer le côté nutrition, santé avant le côté budget, parce qu'ils sont bien conscients que ils achètent du bon, quoi. Ouais. Et, je continue, je termine le tour de table là-dessus. Yvan Larondel, comment on va s'en sortir là disons, moi, je pense qu'il y a une éducation de la population qu'il faut absolument intensifier. S'alimenter, c'est important. Et donc, ça mérite d'être parmi les objectifs prioritaires au niveau de son budget. Actuellement, 13% de notre budget en moyenne est consacré à l'alimentation. En Angleterre, on est descendu jusqu'à 10% maintenant. C'est absolument effrayant quand on pense l'impact de l'alimentation sur notre santé et notre bien-être. Donc, il faut accepter de remettre l'alimentation au centre de nos préoccupations et de manger sain, nutritionnellement, de qualité. Malika Hamza, pour terminer, vous aurez le mot de la fin. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, je pense que c'est possible. C'est un choix. Regardez le prix qu'on
le prix en fait je sais pas moi, des GSM, des télévisions, des ordinateurs. Voilà. On se pose peu de questions là-dessus. On a un budget Wi-Fi, connectivité qui est très très grand. Enfin, on sait bien aussi aujourd'hui que le coût de l'alimentation de qualité, ou en tout cas de certaines parties de l'alimentation de qualité reste élevé. Non, c'est les choix. Regardez le caddie des gens dans les supermarchés. Il y a très peu de nourriture dans le caddie des gens. Hein. Il y a des boissons sucrées, il y a un tas de produits ultra transformés. Je veux dire, qu'est-ce qui nourrit vraiment les gens dans un budget ménage nourriture? Ce serait vraiment intéressant de faire de l'éducation permanente à ce sujet, réapprendre aux gens à faire des choix sereins et logiques, même en s'alimentant auprès de supermarchés, c'est possible. Et donc de reconsidérer son assiette et son... Voilà, c'est... Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci à toutes, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Et merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée.